Bonjour à tous, changement de décor pour un petit moment de libre pour tourner le début de cette vidéo pendant l'été sur une bataille qui n'est ni décisive ni discrète puisqu'elle est relativement connue, mais qui est si mal interprétée que j'ai trouvé qu'elle avait tout à fait sa place dans cette série des batailles discrètes mais décisives qui ont façonné l'histoire. Je vous le donne en mille, il s'agit de la bataille de Cannes qui a opposé Rome à l'un des plus illustres généraux carthaginois qui était Hannibal Barca. Et nous allons voir pour quelle raison cette bataille a été si marquante dans l'histoire. Cannes, moins 216, Hannibal ad portas. Qu'est-ce que ça veut dire en latin? Ça veut dire l'ennemi est aux portes. Rome est sur le point d'être détruite. C'est pour cette raison que la bataille de Cannes a été remémorée, parfois amèrement, par les Romains, puisque Hannibal est le dernier, après Brennus le Gaulois, à menacer directement l'existence même de Rome avant Attila, autant dire les choses clairement. Donc ça veut dire que Rome, entre la bataille de Cannes, qui a lieu en moins 216, et Attila, qui vit dans les années 430, 440, 450, Rome n'est pas directement menacée, à quelques exceptions près, nous le verrons dans d'autres épisodes. Ce préambule était donc pour rappeler à quel point Hannibal avait marqué son époque. Et en effet, avant que je revienne sur le sujet, la bataille de Cannes, c'est un petit peu le zénith trompeur de la gloire d'Hannibal, puisqu'il est parti en moins 219 d'Espagne, et il a gagné à Sagonte, il a gagné ensuite au Tessin, puis à la Trébie, puis au lac Trasimène, et enfin à Cannes. Donc en 4 ans, il inflige 5 énormes défaites aux Romains, qui perdent pied un peu en Espagne, via des alliés, et qui n'arrivent même pas à empêcher Hannibal de progresser comme il veut en Italie. En fait, Rome est sur le point d'être assiégée à l'automne 216, et pourrait très bien tomber, puisqu'il n'y a presque plus un seul homme valide dans la tranche d'âge habituelle des soldats, donc surtout les 20 ans à 35 ans, dans l'Antiquité ça valait, eh bien il n'y a presque plus un seul homme en état de porter les armes pour défendre la cité. Voilà pourquoi Cannes a été une bataille que l'on pourrait dire décisive, non pas parce que le cours de l'histoire ou de la guerre a été gagné par Hannibal, mais parce qu'elle a durablement marqué les esprits. Et après, chaque fois que quelqu'un disait Hannibal ad portas, ça voulait dire aïe aïe aïe, catastrophe imminente. Donc c'est resté très longtemps dans les esprits, au moins jusqu'à Attila, pour vous dire à quel point Hannibal était un danger craint par Rome. Maintenant je vais faire un petit retour en arrière pour vous expliquer le contexte. Comment est-ce qu'on en est arrivé à Cannes? Alors plaçons-nous du point de vue carthaginois. C'est très simple. Lorsque la première guerre punique finit par être terminée, entre moins 241 et moins 237, la paix a été difficile et les conditions du traité ont été plusieurs fois révisées, mais il s'agit d'une paix humiliante pour Carthage qui doit payer un lourd tribut à Rome. Et Hamilcar Barca, l'un des héros de la première guerre punique, héros invaincu qui plus est, a fait jurer à son fils de porter la guerre en territoire romain aussitôt qu'il le pourrait. Et Hannibal, eh bien, il est plutôt fidèle envers la promesse qu'il a faite à son père. Donc Hannibal va s'élancer dès que possible dans une guerre contre Rome, mais attention, Hannibal, il commande surtout l'Espagne, qui est carthaginoise, mais il ne contrôle pas vraiment l'ensemble des forces carthaginoises. En fait, la grande erreur d'Hannibal, autant le dire dès maintenant, c'est d'être entré en guerre en forçant un petit peu la main au Sénat de Carthage. Donc c'est surtout ses propres forces barcides qui sont entrées en guerre, et Carthage a suivi, puisque les Romains, de toute manière, auraient assimilé la famille barcide à Carthage. Néanmoins, Hannibal là-dessus a été, on va dire, peut-être trop naïf en pensant que les Carthaginois resteraient unis. En fait, il suscite déjà, dès le début de la guerre, une forte opposition contre lui de la part d'Hannon, Hannon étant l'autre ennemi politique de son père, qui est donc plutôt
un suffète ou alors un éminent sénateur pro-romain, et anti-Barcide. Donc les Barcides, c'est la famille à laquelle il appartient. Donc Hannibal se lance avec des forces qui sont peut-être la moitié de celles de Carthage, dans une guerre qui se doit d'être courte, puisque Hannibal ne peut pas se permettre une guerre trop longue. Ça, on oublie souvent de le dire. C'est pas Carthage tout entière qui va se plonger dans la guerre avec Rome, c'est surtout l'Espagne barcide qui va financer largement la solde des mercenaires et le recrutement en hommes, en alliés gaulois, de troupes qui vont lutter contre Rome. C'est aussi pour cette raison que la guerre punique, enfin la seconde guerre punique, est une guerre qui va être terrestre. Autant la première guerre punique alternait entre combat naval et combat terrestre, autant dès le début de la seconde guerre punique, la marine de Rome, qui fait peut-être 200 trières, et qu'un quirème, tout dépend de la taille des bateaux considérés et puis du détail que l'on donne, eh bien cette flotte est déjà bien trop puissante pour la flotte carthaginoise qui ne va pas oser la défier sur les flots. Alors Carthage a sans doute une flotte à peu près équivalente, voire légèrement inférieure, mais alors les statistiques manquent sur l'époque, on ne peut qu'estimer, mais en gros, voilà, les Carthaginois ont été tellement échaudés par la première punique qu'ils ne veulent surtout pas se risquer sur le terrain naval contre Rome. Cela explique l'itinéraire compliqué d'Hannibal, qui va franchir les Pyrénées, qui va franchir le Rhône en construisant des pontons couverts d'herbe pour faire franchir l'eau vive à ses éléphants, et qui va imaginer une route de traversée des Alpes pour faire un exploit inédit, savoir franchir les Alpes en conditions hivernales. Il est évident que si jamais il avait pu éviter toutes ces épreuves, eh bien il l'aurait fait, mais la mer est déjà contrôlée par les Romains. Voilà pourquoi, avant même d'arriver en Italie, eh bien Hannibal est extrêmement admiré par ses troupes et craint par les Romains, parce que, voilà, il a su guider ses troupes sur un long trajet sans perdre vraiment beaucoup d'hommes. Alors, au début, les Romains ne paniquent pas. Ils se disent, bon, on va envoyer une armée d'alliés contre Hannibal, et ce sont plutôt des Gaulois cisalpins, fidèles à Rome, qui sont portés contre l'envahisseur carthaginois à la bataille du Tessin. Durant cette première bataille, la chance va servir Hannibal, puisque les deux armées vont se chercher, et les vélites des Romains vont tomber sur la cavalerie numide des Carthaginois. Alors les deux lancent des javelots, mais la cavalerie a l'avantage psychologique et sur l'infanterie, un avantage de manœuvre, un avantage de rapidité, voire éventuellement de charge. Donc ça tourne très vite, cet affrontement, en faveur des Carthaginois. Plus il reste encore 13 éléphants à Hannibal, ces 13 éléphants vont terroriser les Romains. Pour couronner le tout, les Gaulois cisalpins vont changer de camp, et préfèrent se battre aux côtés des Carthaginois plutôt qu'aux côtés des Romains. Bref, entre attaque surprise et trahison, l'armée romaine du Tessin est très vite battue et désintégrée. La bataille de la Trébie, c'est encore autre chose. On n'est pas vraiment dans une superbe bataille rangée classique, on est dans quelque chose qui montre l'astuce d'Hannibal. Il y a une sorte de premier engagement avant la bataille de la Trébie où les Carthaginois ne sont pas dominateurs. Donc ils vont franchir le fleuve la veille et laisser les Romains attaquer le jour suivant. Là, les Romains vont devoir franchir avec de l'eau jusqu'aux épaules un fleuve glacé. Donc on peut imaginer que les pauvres légionnaires qui se sont réveillés très tôt sont transis jusqu'aux eaux, et alors qu'ils se mettent en ordre de bataille, eh bien sortent des fourrés et des buissons des Gaulois et des Numides qui étaient en embuscade et qui les assaillent de tous côtés. Qui plus est, les frondeurs baléares, qui sont une troupe d'élite de la part des Carthaginois, enfin qui combattent aux côtés des Carthaginois, en profitent pour faire pleuvoir une grêle de pierre sur les Romains. Donc la conclusion est très vite faite. Quant à la bataille du lac Trasimène, cette fois-ci il s'agit réellement de légions romaines, eh bien c'est une autre embuscade. L'armée romaine est tranquillement en train de faire mouvement sur une route escarpée, lorsqu'elle est prise en tenaille, tant sur son arrière-garde que sur son avant-garde, par l'armée carthaginoise. Par conséquent, c'est foutu. En général, ce type de situation est totalement désespéré.
Dois-je rajouter qu'en plus, des Gaulois dévalent à flanc de colline en sortant de leur cachette, ce qui coupe en plus toute retraite, enfin c'est même plus une retraite, mais en gros l'armée romaine est prise en étau entre le versant de la colline, le lac et la direction devant-derrière. Donc en gros, les légionnaires sont encore une fois pris au dépourvu. Si on compte les morts du lac Trasimène, ça commence à devenir drôle. Du moins, quand on n'est pas forcément spécialement pour Rome. Il y a environ 15 000 morts côté romain et 10 000 prisonniers. À la Trébie, il y avait eu environ 20 000 disparus. Et au Tessin, il y avait eu une défection de la part des alliés italiens de Rome, italiens et gaulois. Mais quand on compte, ça fait environ 50 000 morts et blessés ou hommes perdus pour Rome d'une manière ou d'une autre. Maintenant, quand on y regarde bien, Hannibal triomphe, mais il n'a encore livré aucune bataille rangée. Ce n'est que de la guérilla extrêmement bien appliquée qu'il a servi à Rome, de la même manière que son père avait triomphé de Rome en Sicile durant la première guerre punique. Donc jusque-là, Hannibal est vraiment dans les pas d'Hamilcar, son père. Mais ça paye, puisque ce qui fait la force de Rome, sa fameuse légion, eh bien, cette force ne peut même pas se déployer. Elle n'a pas le temps, c'est fini, elle est déjà battue. Voilà. Donc, Carthage domine la terre, entre guillemets, alors que Rome, paradoxalement, va dominer la mer pendant cette première partie de la Seconde Guerre punique. Alors bien sûr, côté Sénat romain, ça discute, hein, les sénateurs et les patriciens entre eux, là, ils sont extrêmement perplexes, extrêmement soucieux, ils sont vraiment en mode ça va pas là, on n'est pas bien, les alliés italiens sont perdus, la campagne est ravagée, Hannibal progresse vers Rome, il faut réagir. Ah, il y en a qui disent il faut livrer une bataille rangée, et d'autres qui répondent bah non, on peut pas. À chaque fois qu'on essaie de s'approcher d'Hannibal, on est cueilli par une embuscade. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle Fabius, le temporisateur, qui est donc élu consul, et lui, sa stratégie, c'est de temporiser. Très bien, on ne peut pas livrer une bataille rangée contre Hannibal, eh bien on va faire la guérilla, on va faire la terre brûlée, et puis on va voir ce qui se passe. Et ça commence à porter ses fruits. Hannibal a tout à coup un peu de mal à ravitailler son armée, et doit se battre contre un ennemi romain invisible. Alors c'est intéressant, mais vous savez, la politique, c'est un petit peu comme un panier de crabes. Dès qu'il y en a un qui réussit un petit peu, il se trouve toujours une opposition pour justement contrecarrer ses plans. Et certains sénateurs vont dire à Fabius, certes, t'as une stratégie qui nous évite une débâcle, voire même une défaite supplémentaire, mais on voit bien que ce n'est pas toi qui as une maison qui brûle dans la campagne romaine. Bah oui, parce que même si Rome est épargnée, la campagne brûle, puisqu'Hannibal incendie à peu près tout, puisque la stratégie d'Hannibal, c'est d'essayer de montrer aux autres villes romaines, ou plutôt latines, ce qui se passe si jamais elles n'abandonnent pas le camp de Rome. Donc, il fait des exemples. Alors ça va se retourner contre lui, vu que les villes romaines se disent, enfin les villes qui sont pro-romaines, se disent il vaut mieux quand même une domination établie par Rome plutôt que par Hannibal. Donc Hannibal se retrouve un petit peu seul, mais Fabius, qui était son principal adversaire côté romain, va se retrouver tout aussi seul. Hein. Donc il est, alors on va pas dire renversé, mais on va dire qu'il n'est pas réélu lors des élections romaines de 216. À la place, le peuple et les sénateurs vont positionner au pouvoir deux consuls qui sont pro-guerre, pro-affrontement, pro-champ de bataille et tout ce qu'on voudra. Donc des impulsifs, des orgueilleux, des consuls qui veulent vraiment en finir une bonne fois pour toutes en marchant contre Hannibal à Cannes. Donc Cannes est vraiment pensée comme une bataille décisive, puisque chacun souhaite en finir très vite avec cette guerre. Pour Rome, il s'agit de se sauver, et pour Hannibal, il s'agit de faire des demandes de paix raisonnables, à l'avantage de Carthage, afin d'équilibrer la donne qui avait été établie après la première guerre punique. Et c'est ainsi qu'Hannibal se retrouve un petit peu dos au mur, avec face à lui deux légions qui sont gonflées aux hormones. Alors là, vous pouvez tout de suite oublier
les chiffres traditionnels sur une légion, sur entre 4200 et 6000 hommes. Non, là on a 2 légions qui font 80 000 hommes. Donc elles sont vraiment hypertrophiées. Mais peut-être qu'il y a des échelons subalternes, des exceptions, enfin c'est souvent comme ça l'histoire. Donc c'est 2 grosses légions, ou 2 super ensembles de légions qui sont commandées contre lui. Les forces carthaginoises, elles n'ont pas du tout cet effectif. Et Hannibal ne dispose que de 50 000 hommes. Donc souvent, ce qui est décrit comme étant une prouesse tactique de la part du maître de stratégie des Carthaginois, non, c'est juste une opération survie. Quand vous affrontez 80 000 légionnaires en bataille rangée, vu la réputation de la Légion à cette époque, eh bien, vous êtes déjà content si jamais vous ne mourrez pas. En fait, c'est juste miraculeux qu'Hannibal n'ait pas perdu cette bataille de Cannes. Car pour information, la Légion des années 210, enfin moins 210 avant Jésus-Christ, ça y est, ça a commencé à devenir une machine de guerre qui est totalement inarrêtable. Commencé à opérer SAMU. Alors la cavalerie romaine commence à être relativement efficace, mais elle est pas excellente. Elle est surtout pas excellente par rapport à la cavalerie numide, qui elle est exceptionnelle. Mais ça veut pas dire pour autant que la cavalerie romaine soit totalement nulle. Mais elle souffre de ce manque de reconnaissance parce que souvent la cavalerie romaine a dû affronter des cavaleries fortes à excellentes. Bon, voilà pourquoi c'est le paradoxe de la Légion romaine, les nobles servent dans la cavalerie, mais la cavalerie ne sert pas à grand chose. Enfin, la Légion romaine, qui est toujours la légion qu'on a appelée manipulaire ou polybienne, ou alors celle de la République et du soldat citoyen, cette légion, eh bien, elle commence à se niveler vers le haut. À savoir que dès l'époque d'Hannibal, il n'y a plus beaucoup de différence entre un Hastati et un Principes. Donc le légionnaire romain équipé d'une bonne armure, qui n'est pas encore la Lorica segmentata, mais qui est bien cuirassé, qui a un bon bouclier, le glaive, deux javelots, oui, ça y est, ça commence à être une image d'Épinal qui correspond bien à la réalité. Et puis il y a toujours les Vélites. Les Vélites qui jouent un rôle d'importance en escarmouche, dans les premiers moments d'une bataille. Et puis bien sûr, il y a les Triarii, qui eux sont là pour terminer une bataille si jamais on a besoin d'eux. Ce sont les troupes d'élite, et leur prestige est toujours au plus haut. Donc ce que doit affronter Hannibal, c'est une terrible concentration de force, tant en qualité qu'en quantité, puisque ce sont les 80 000 citoyens romains qui se trouvent face à lui, prêts à en découdre, pour le chasser d'Italie. L'ennemi est donc bien plus motivé que pendant les combats précédents. Soit. Là où on voit que Hannibal est un dirigeant carthaginois qui est quand même hellénisé, c'est qu'il connaît bien la manœuvre d'Alexandre le Grand, qu'on a baptisé ensuite de marteau et d'enclume. L'enclume, c'est l'infanterie, et le marteau, c'est la cavalerie, donc un double marteau souvent, vu qu'on met la cavalerie sur les ailes. Alors, comment changer ce dispositif classique pour leurrer l'armée romaine? Ça, c'est la grande question d'Hannibal. Il va faire quelque chose qui n'aurait pas du tout marché contre une formation hoplitique grecque. En fait, ce qu'il va faire, c'est le contraire du beau sens, c'est de l'audace pure. Il va étirer son centre sur 3 lignes seulement, pour couvrir un maximum d'espace et essayer de leurrer la Légion romaine. Autrement dit, avec 50 000 fantassins, à peu près, enfin un peu moins, 40 000 fantassins peut-être, il va essayer de couvrir le double de distance que 70 000, 75 000 soldats romains. C'est donc un tour de force. Pour faire ce tour de force, qui est quand même très risqué, il va profiter du fait que les armées romaines marchent contre lui avec le soleil face à elle. Autrement dit, d'après les sources, du moins les sources antiques, les légionnaires romains ne voient pas que le dispositif carthaginois est très mince. Maintenant, pourquoi je n'aime pas cette version des faits? Parce que ça fait passer Hannibal pour un génie, et les consuls Varro et Paulus pour des débiles. Et des débiles qui ont le soleil dans les yeux qui plus est. Alors maintenant, ce que je vais dire, c'est l'interprétation libre de ma part.
Je me mets à la place de Varro et de Paulus, même si je suis impulsif. Moi, j'imagine que je suis impulsif. Normalement, même avec le soleil dans les yeux, au miroitement des boucliers, ils doivent se rendre compte que la ligne carthaginoise est très mince. Et tout à l'heure, je disais que ce type de ligne mince, c'est un pari qui est très risqué contre une formation qui est hoplitique, puisque la ligne de défense d'Hannibal, elle est effectuée avec des fantassins équipés d'un glaive et d'un bouclier. Ce sont des fantassins gaulois pour certains, celtibères pour d'autres. Bref, ce sont des combattants rapprochés. Et ce type de combat empêche une poussée collective. C'est vraiment un ensemble de duels individuels qui forment le combat. Les Astati et les Principes sont équipés de la même manière, donc ils ne peuvent pas pousser collectivement. Par contre, les Triarii, eux, sont encore équipés de manière hoplitique, un petit peu modifiée, donc ils peuvent pousser en mini-phalanges, entre guillemets. Et encore, c'est pas vraiment des phalanges, mais ils pourraient exercer une force de poussée. Or, on sait, depuis ce que je vous ai dit sur la bataille de Leuctre, qu'une formation hoplitique, elle peut pousser d'environ 500 à 600 kg au fer de lance. Donc là, c'est facile de briser une ligne établie seulement sur 3 rangs avec 600 kg au bout de la lance. Surtout si jamais les lances s'empilent comme il faut et forment une sorte de mur hérissé de boucliers et de lances. Ce que peuvent faire les fameux Triarii. Et donc, peut-être que Paulus et Varro ont décidé de dire aux Triarii « Portez-vous devant et attaquez les premiers ». Ça aurait du sens. Malheureusement, la Légion romaine n'est pas du tout entraînée à manœuvrer de cette manière. Peut-être que les Triarii ont eu cet ordre d'avancer, mais les Astati et les Principes ne les ont pas laissés passer. Alors là, c'est vraiment purement une spéculation de ma part, hein. Ce qui est la version officielle, c'est de dire que les 3 lignes classiques de la Légion romaine ont attaqué tout en même temps. Donc, elles ont attaqué à l'unisson, Astati devant, Principes ensuite, et Astati derrière. Mais ce type d'attaque collective va priver la Légion romaine de réserve, et va masser en fait la Légion romaine dans un carré très dense en hommes, qui est prêt à se faire encercler par un ennemi carthaginois qui est beaucoup plus déployé sur les ailes. Donc tous les ingrédients du piège sont là pour qu'il fonctionne, et il ne manque plus à Hannibal qu'à activer ce piège. Alors comment va-t-il s'y prendre? Eh bien au début, c'est là où on voit qu'il est malin. Eh bien c'est qu'il va faire croire aux Romains qu'il n'y a pas de piège. Il va disposer ses frondeurs baléares face aux vélites des Romains en pointe. Donc il va faire le contraire d'un encerclement, il se dispose en V. Et il va dire aux frondeurs des baléares, essayez de faire une retraite progressive pour transformer donc cette forme en pointe dirigée contre les Romains en forme en U, qui va accueillir donc dans sa concavité le carré que va former toute légion romaine réunie. Les Romains vont donc se jeter dans la gueule du loup, puisqu'ils se disent, dans un premier temps, chouette, on gagne du terrain sur les frondeurs baléares, et donc la victoire est à portée de main. Mais d'un point de vue aussi purement efficacité locale des effectifs engagés, lorsque vous êtes au glaive et que vous êtes à 100 mètres de l'ennemi parce que plein de rangs d'alliés vous empêchent d'être en contact, vous ne servez à rien. Donc en fait, la légion romaine, dans cet espace qu'elle occupe, sert surtout à faire du rien. Voilà pourquoi la ligne très étirée de Carthage, organisée par Hannibal, eh bien, elle utilise au maximum les possibilités de ses bretteurs, tandis que on va dire la forme très compacte qui résulte de l'action romaine, qui n'est pas pensée, eh bien, elle n'utilise peut-être que 1/10 de la capacité de combat des Romains. Quant aux Triarii, qui sont restés à l'arrière, ils ne servent strictement à rien. Vous me direz, la ligne principale d'Hannibal aurait pu craquer. Mais Hannibal a prévu le coup. Il s'engage personnellement dans la mêlée, en combattant à pied, au milieu de ses troupes les plus fidèles.
Donc comme ça, le centre d'Hannibal ne craque pas. Donc ça, c'est bien joué de la part d'Hannibal. Il observe la bataille sur son dernier éléphant, il descend de son éléphant, et au moment le plus critique, il s'engage au combat. Bien joué, ça marche, les effectifs carthaginois sont galvanisés. Du côté des ailes, eh bien, c'est un combat très inégal qui s'engage entre la cavalerie numide, qui est lanceuse de javelots et réputée pour son excellence, et la cavalerie romaine, qui n'est équipée que du glaive. Donc avant même d'arriver au contact, les Romains se sont déjà pris plusieurs javelots dans la figure. Et on oublie souvent de le dire dans les sources antiques, parce que, pour les historiens antiques, une bataille, c'est avant tout un duel d'infanterie lourde, mais les frondeurs des Baléares sont là, hein, et ils visent les consuls romains, ils cherchent vraiment à priver l'armée romaine de sa chaîne de commandement. Et quand je dis qu'ils cherchent à priver les Romains de leur chaîne de commandement, c'est pas qu'ils cherchent à le faire, hein, c'est qu'ils y arrivent. Le consul Paulus est tué dans la bataille avec une balle de fronde. Et c'est dommage que l'on n'insiste pas assez sur le rôle des frondeurs des Baléares dans les résumés de Cannes traditionnels. Alors certes, on insiste qu'une partie de la cavalerie romaine est gênée dans son mouvement par une boucle du fleuve, qui est, on va dire, une limite du champ de bataille, et c'est vrai qu'il y a un territoire qui est marécageux, etc., etc. Bon, là, c'est juste que le sort s'acharne contre les Romains, mais même si jamais le terrain était resté plat, la cavalerie numide, par son équipement, son entraînement, est juste supérieure pour lutter contre la cavalerie romaine, hein. En général, lance et javelot contre glaive, même à cheval, ça marche très bien, et c'est pas le glaive qui gagne. Par conséquent, la bataille se poursuit avec le vent qui tourne en faveur des Carthaginois, et qui tourne même sévèrement en faveur des Carthaginois. Le deuxième consul, Varro, s'enfuit, dans la honte et le déshonneur, et la cavalerie numide peut refermer le piège sur la légion romaine, qui se retrouve encerclée. Les Triarii se retrouvent donc avec l'ennemi dans le dos, et peuvent être à la fois criblés de javelots des Numides, puis chargés dans justement leur dos par cette même cavalerie numide qui est capable de temps en temps d'aller au contact, même si ce n'est pas son mode d'action privilégié. Sans commandement, sans chef, sans triarii sur lesquels compter, vous imaginez bien dans quel état sont les Astati et les Principes. Eh bien, apparemment il n'y a pas de reddition, puisque les Carthaginois, Gaulois et Celtibères continuent de se battre et de les massacrer, avec peut-être un petit renfort d'une grêle de pierres lancée par les frondeurs des Baléares. Donc c'est un massacre total de ce qui reste de l'armée romaine. On parle de 45 000 morts côté romain. Et parmi les morts, il y a aussi des tribuns, des sénateurs, des personnes importantes. Donc c'est une grave défaite pour Rome, sans compter les 15 000 prisonniers. Bref, seul un quart des effectifs romains de ce jour semble être en mesure de gagner Rome d'une manière saine et sauve. Voilà pourquoi Hannibal a gagné d'une superbe manière sur le plan tactique, puisque son adversaire est complètement détruit, alors qu'il attaquait en supériorité numérique. C'est le syndrome dans Astérix et Obélix du légionnaire qui rentre dans le camp avec un œil au beurre noir et qui dit « Chef, ils étaient un ». Et puis toute la patrouille s'est faite assommer. Bon, c'est à peu près du même ordre de grandeur. Mais bien sûr, comme c'est de l'histoire, il y a des vrais morts, donc n'en rions pas trop. Pour Rome, c'est donc un événement extrêmement traumatisant, et pour Carthage, à ce moment-là, c'est un moment où, normalement, on est en droit d'exulter. Puisque suite à cette éclatante victoire de Cannes, normalement, Rome est à genoux et devrait accepter des conditions de paix. Il ne manque plus qu'à Hannibal qu'à assiéger la ville. Mais Hannibal, alors là encore les versions diffèrent, se contente dans un premier temps d'essayer de demander la paix, puisque le but de toute guerre est de finir à l'avantage du vainqueur. Et normalement, les demandes d'Hannibal sont plutôt raisonnables. Alors elles sont plutôt raisonnables, eh bien, au sens de la première guerre punique, puisqu'Hannibal va demander le retour de la Sardaigne, de la Sicile et de la Corse dans le giron carthaginois.
et une indemnité sur environ 25 ans de 200 talents d'argent. Vous faites le calcul, c'est 5000 talents d'argent, alors que Rome avait demandé 3200 talents d'or, mais sur 10 ans. Donc le montant total de l'indemnité est plus élevé, mais ça court sur un délai beaucoup plus long, donc plus supportable. Puis on parle d'argent, pas d'or. Bon, Rome aurait pu accepter, hein, franchement, après la paix totalement ignominieuse qu'elle avait imposée à Carthage, une demande de paix comme celle-ci est tout à fait recevable. Mais il n'en a pas été ainsi. Alors, pourquoi? Parce que les Romains ont une longue tradition de rechercher la victoire avant tout, et de rechercher la victoire avant de négocier. C'est une attitude intéressante, mais qui peut conduire au désastre. Et puis Pyrrhus les avait entraînés à supporter une guerre longue, tout comme la première guerre punique, avant d'attendre un basculement en leur faveur. Et donc, Rome, eh bien, va attendre dans ses murailles que Hannibal s'épuise, tout simplement, puisque l'issue de la guerre va être tout à fait politique, et pas du tout remportée par le sort des armes. Comme j'ai déjà dit, Hannibal a des ennemis à Carthage, Rome les connaît probablement, il s'entend même avec Hannon, du moins il y a des traces dans les sources antiques qui montrent que Hannon était en faveur du retour de la paix avec Rome et de ne pas poursuivre ces hostilités, donc il y avait, on va dire, un terrain beaucoup plus pro-romain chez Hannon que chez Hannibal, et Rome va aussi penser que eh bien, Hannibal se retrouve bien loin de ses bases, et que les renforts ne peuvent pas venir à lui. Et c'est vrai, Hannibal n'a pas perdu beaucoup d'hommes, hein, environ 6000 hommes, à Cannes, donc il lui reste 44 000 hommes. Mais il ne peut pas venir renforcer son armée. Et Rome est encore très riche, elle n'a plus beaucoup d'hommes, mais elle peut faire appel aux mercenaires, elle peut faire appel aux esclaves, en leur faisant miroiter l'affranchissement, et donc des légions romaines constituées de mercenaires et d'esclaves vont être levées pour lutter contre Hannibal. Donc la guerre va se poursuivre avec des données macroéconomiques qui dépassent largement la simple tactique du champ de bataille. Et même si Hannibal va chercher l'aide étrangère avec une alliance nouée avec les Macédoniens, eh bien ça ne va pas suffire. En fait, Rome sait que sur le long terme, Hannibal n'a pas de réserve. La maîtrise des mers est romaine, donc aucun renfort ne viendra à Hannibal, tandis que Rome va pouvoir chercher un conflit d'usure. Et c'est sur ce conflit d'usure que va se jouer la Seconde Guerre punique. En moins 216, Hannibal a tout gagné, mais ce zénith de sa gloire est totalement trompeur, puisque la guerre va encore durer quelque chose comme 14 années de plus. Vous imaginez, vous, 14 années de guerre sans aucun soutien? Et Hannibal, il va quand même essayer d'en finir vite avec Rome. Il va réclamer au Sénat carthaginois du matériel de siège, des renforts et tout ce qu'on voudra. Mais le Sénat carthaginois va lui refuser cette aide, puisque la grande crainte des Carthaginois est de revoir Hannibal sur le sol carthaginois avec les lauriers du vainqueur et de faire un coup d'État. Donc plutôt que de gagner la guerre, Carthage espère ne pas vivre sous la tyrannie après sa victoire. Mais ça, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est exactement ce qui va perdre à la fois Hannibal et Carthage, bien plus que les délices de Capoue. D'ailleurs, les délices de Capoue, c'est une fable. Ça a été inventé par les Romains pour discréditer, eh bien, son ennemi carthaginois, comme toujours. Voilà, pour terminer cette vidéo, le même jour où j'enregistre l'introduction pour une qualité visuelle à peu près homogène pour vous, que peut-on dire en conclusion sur la bataille de Cannes? Eh bien, d'une part que c'est un chef-d'œuvre stratégique et tactique, et qu'elle aurait dû être une bataille décisive, puisque Rome aurait très bien pu plier et accéder aux exigences raisonnables d'Hannibal pour signer la paix. Mais Rome ne l'a pas fait. Rome s'est obstiné dans la guerre, a vraiment risqué la destruction, et la suite a donné plutôt raison à Rome. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans les détails de toute la Seconde Guerre punique, puisque j'ai préparé non seulement un épisode sur la bataille du Métaure, mais aussi sur la bataille de Zama. Vous voyez, comme ça j'annonce la suite. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette bataille va rester dans les mémoires,
et être une variante redoutable de la stratégie d'enclume et de marteau employée par Alexandre le Grand. Et en termes de métaphore, eh bien, Hannibal, lui, il est capable de forger avec un marteau, mais une feuille de papier pour enclume. Et ça, c'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait prodigieux. Donc, ça, c'est le chef-d'œuvre, en fait, d'Hannibal. Alors maintenant, quelles répercussions à long terme? Eh bien, c'est une stratégie qui va s'avérer payante pendant au moins plus d'un siècle, vu que les Romains l'appliqueront contre les barbares, au temps de Marius par exemple, vers moins 105, moins 106. Après, la stratégie aura tendance à être abandonnée dans l'Antiquité, puisqu'elle va être connue. Donc chaque fois que quelqu'un essaiera de faire cette tactique, bon, on le verra venir d'un peu loin. Et puis après, la qualité des troupes va diminuer, donc on va l'oublier. Les derniers avatars en fait de la stratégie de Cannes, c'est le plan Schlieffen des Allemands, qui va être utilisé en 1914, et lors de l'invasion de l'Irak dans les années 2000 par les États-Unis, eh bien le chef militaire américain, j'ai oublié le nom, ça m'apprendra à pas réviser avant d'enregistrer, eh bien il a fait une stratégie à peu près pareille, et on a vu que l'efficacité militaire a été complète. Bon, en plus, il y avait la supériorité technologique, donc ça c'est encore autre chose, mais on a vu que ça marche. Ce sont des réadaptations à l'époque actuelle, avec de la technologie en plus. Par contre, l'analogie qu'on peut voir avec l'histoire, c'est que politiquement, ce type de bataille ne marche pas. C'est un peu des courants dans les phases d'une guerre où potentiellement on est en phase d'être victorieux, mais finalement sur la durée, bah on n'est pas, enfin c'est de la demi-teinte, ou ça se solde par des défaites. Par exemple, les Allemands n'ont pas gagné la guerre de 14-18, ils ne se sont pas débarrassés de la France aussi rapidement qu'ils l'avaient espéré. Et est-ce que les Américains ont réussi à placer une démocratie durable en Irak? Alors c'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais on peut rester prudent sur la réponse que l'on peut formuler aujourd'hui en 2021. C'est pour ça que je dirais le message final que je vais formuler, eh bien, c'est ne vénérons pas cette bataille de Cannes, prudence. Certes, militairement, elle est très aboutie, mais il faut pas en faire un modèle pour, on va dire, se sortir d'une guerre, une fois qu'on est plongé dedans. Comme je vous l'ai dit, je veux surtout pas passer pour un belliciste, hein, je m'intéresse à l'histoire, mais surtout au fait, je m'intéresse surtout aux hommes historiques, comment est-ce qu'ils font pour se sortir d'un guêpier. Et c'est vrai que Carthage était plongé dans un guêpier, suite aux conditions de paix humiliantes de la première guerre punique. Et Hannibal a juste voulu éviter à Carthage de porter ce poids en quelques années supplémentaires. Bon, c'est toujours compliqué, mais voilà, Cannes c'est à la fois une belle bataille, une bataille digne d'intérêt, une bataille qui a été décisive, puisqu'elle a influé sur la vie politique romaine, puisqu'on a vu que même à 22 siècles d'intervalle, elle continue d'influer les penseurs stratégiques, mais en même temps, c'était pas... Enfin voilà, ça n'a pas servi à Hannibal lui-même. Et en termes de discrétion, alors, la bataille de Cannes, elle est connue des latinistes, de ceux qui aiment l'histoire de Rome, mais pour le grand public, elle est un petit peu oubliée vu qu'elle est ancienne. On retient surtout le nom d'Hannibal et de la série en fait fulgurante des 4 victoires qu'il a remportées contre Rome, jusqu'à faire trembler les murs de Rome, avec l'expression Hannibal ad portas, vraiment avec qui est synonyme de danger imminent, qui menace un peu la ruine de la cité. Mais voilà, après c'est l'échec final d'Hannibal a plutôt mis en valeur le succès romain. En fait, Hannibal sert presque de faire valoir à Scipion un peu plus tard, puisque qui gagne contre Hannibal est forcément encore meilleur.
Et les Romains ont même eu une petite légende pour expliquer la défaite finale d'Hannibal, ce sont les délices de Capoue. Capoue étant le quartier général carthaginois, réputé pour ses plaisirs charnels. Bon. Les troupes ne se sont pas ramollies, c'est surtout le Sénat carthaginois qui a refusé d'envoyer de l'aide à Hannibal, en croyant que si Hannibal avait capturé Rome, il serait rentré à Carthage pour faire un coup d'État et devenir tyran. Donc vous voyez, il y a des calculs politiques, il y a un petit peu de propagande, il y a beaucoup de choses qui dépassent la simple stratégie dans cette bataille. Mais, voilà, c'est une bataille qui est tellement importante que je ne pouvais pas faire autrement que de l'inclure dans ma série. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et j'espère vous intéresser prochainement avec la bataille du Métaure et la bataille de Zama. À bientôt.